On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument incroyable, une des plus grandes réussites de la médecine moderne. Je parle bien sûr de la prise en charge des grands brûlés. Il faut bien se rendre compte que pendant très longtemps, une brûlure grave, c'était tout simplement une condamnation à mort. Aujourd'hui, c'est le point de départ de l'une des plus belles victoires de la médecine. Le changement est à peine imaginable. On est passé de quasi aucune chance de survie à une véritable attente de survie. C'est cette révolution qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Tout se joue, ou presque, dans la toute première heure. C'est là que ça devient fascinant. L'équipe médicale, en fait, se transforme en une sorte de brigade d'enquêteurs qui arrivent sur les lieux. Leur mission, rassembler tous les indices cruciaux pour comprendre ce qui s'est passé. Et comme dans toute bonne enquête, il y a un protocole, une procédure super stricte. Parce que là, chaque seconde compte. Il y a 4 évaluations critiques, dans un ordre bien précis. D'abord, et c'est la base de tout, on sécurise les voies respiratoires. Logique, si on ne peut pas respirer, le reste, ça ne sert à rien. Ensuite, on vérifie s'il n'y a pas d'autres blessures. Puis, on estime la taille de la brûlure. On va y revenir. Et enfin, on part à la chasse aux poisons invisibles, comme le monoxyde de carbone. Ok, alors de toutes ces étapes, il y en a une qui va conditionner absolument tout le reste. C'est l'estimation de la surface du corps qui a été brûlé. La question, c'est comment est-ce qu'on mesure ça vite et bien? Eh bien pour ça, il y a une technique aussi simple qu'efficace. C'est la fameuse règle des 9. C'est super malin. En gros, on découpe mentalement le corps d'un adulte en zones qui valent soit 9%, soit à multiples de 9. La tête et le cou, c'est 9%, chaque bras, 9%, chaque jambe, 18%, donc 2 fois 9. Et ça permet en un clin d'œil d'avoir un chiffre crucial, parce que c'est lui qui va déterminer la quantité de liquide qu'il va falloir perfuser. Les premières décisions vitales découlent directement de ce petit calcul. Mais attention, cette estimation doit être la plus précise possible, parce que c'est là qu'est le piège. Ce qui est assez contre-intuitif, c'est que les médecins qui ont moins l'habitude ont tendance à voir les petites brûlures plus grandes qu'elles ne le sont, et, à l'inverse, à sous-estimer les très grandes brûlures. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences énormes sur la suite. Bon, la taille, c'est fait, mais l'enquête est loin d'être terminée. Maintenant, les détectives doivent décoder les dommages. Il faut comprendre l'ennemi en face pour essayer de prévoir son prochain coup. Là, on parle de la profondeur de la brûlure. C'est assez simple à comprendre. Premier degré, c'est le coup de soleil classique, c'est superficiel. Troisième degré, là c'est beaucoup plus grave, toute l'épaisseur de la peau est détruite. Et la différence est capitale. C'est ce qui va nous dire si la peau peut cicatriser toute seule ou s'il faudra passer par une greffe. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'une brûlure, ce n'est pas une zone homogène de destruction. Non, c'est beaucoup plus complexe. On utilise le modèle de Jackson pour comprendre ça. Il y a 3 zones. Au cœur, c'est la zone de coagulation. Là, les tissus sont morts, c'est irréversible. Tout autour, à la périphérie, c'est la zone d'hyperémie, qui va sûrement guérir. Mais entre les deux, il y a la zone la plus importante, la zone de stase. C'est là que tout se joue. Cette zone de stase, c'est un véritable champ de bataille. Les tissus sont en danger, sur le fil du rasoir, mais ils ne sont pas encore perdus, on peut les sauver. Et c'est justement pour ça que la profondeur d'une brûlure n'est pas figée. Elle peut évoluer, s'aggraver, pendant les 48 à 72 premières heures. Le sort de ces tissus, il se décide là, maintenant. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on veut. L'énigme centrale des soins aux brûlés, la gestion des fluides. C'est un vrai numéro d'équilibriste et c'est là que l'expertise de l'équipe est mise à rude épreuve. Alors, quel est le problème au fond? C'est la réaction du corps lui-même. En réponse à l'agression, le corps déclenche une inflammation massive. Et cette inflammation rend les petits vaisseaux sanguins complètement poreux. Imaginez un tuyau d'arrosage plein de trous. Le liquide, le plasma, s'échappe partout dans les tissus. C'est ça, la fameuse fuite capillaire. Et là, on est face à un dilemme terrible. C'est une vraie corde raide. Si on ne donne pas assez de liquide pour compenser cette fuite, la pression sanguine chute et les organes vitaux ne sont plus irrigués. C'est la défaillance d'organes assurée. Mais, si on en donne trop, on inonde le corps, ce qui crée une pression énorme dans l'abdomen, dans les bras, dans les jambes, et ça peut être tout aussi mortel. C'est un équilibre incroyablement précaire. Et trouver ce juste milieu, c'est un art. Même avec des formules mathématiques très précises, ça reste un défi immense. La preuve, ce chiffre est assez parlant. 58% des patients reçoivent en réalité plus de liquide que ce que les formules préconisent. C'est un phénomène qu'on appelle la surréanimation. Et paradoxalement, c'est devenu l'un des grands challenges de la médecine moderne des brûlés, ne pas en faire. Mais l'enquête n'est pas finie, parce que les dégâts les plus graves ne sont pas forcément ceux qu'on voit. Il faut aller chercher les menaces cachées, celles qui se terrent au-delà de la peau. Une des plus redoutables, c'est la lésion par inhalation. Quand on respire de la fumée chaude et toxique, ça brûle les poumons de l'intérieur. C'est une complication hyper fréquente, on la retrouve chez environ 35% des patients hospitalisés pour brûlure. Et ça change complètement la donne. Regardez ce graphique, c'est édifiant. On voit l'effet boule de neige.
une brûlure seule, il y a un certain risque de mortalité. On ajoute une lésion par inhalation et hop, le risque grimpe en flèche. Et si par-dessus ça, une pneumonie s'installe, alors là, la mortalité explose. On parle d'une augmentation du risque qui peut atteindre 60%. Et puis il y a l'autre tueur caché, le monoxyde de carbone. Un vrai poison, invisible, inodore. Son problème, c'est qu'il adore l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène. Il s'y accroche 200 à 250 fois plus fort que l'oxygène. En gros, il prend la place de l'oxygène et il asphyxie le corps de l'intérieur. La seule parade, c'est de noyer le système en oxygène pur. Ok. Le patient a survécu à la phase aiguë. La première bataille est gagnée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. Maintenant commence un autre combat, tout aussi difficile. Le long, très long chemin vers la guérison. Cette citation, elle résume tout le changement de paradigme de ces dernières années. La mortalité n'est pas le seul critère d'intérêt. C'est exactement ça. Le but, ce n'est plus juste de survivre, c'est de pouvoir revivre avec une bonne qualité de vie. Parce que la vie d'après, c'est un parcours du combattant. Il y a les séquelles physiques, bien sûr, les démangeaisons constantes, qui peuvent rendre fou, les cicatrices qui tirent, qui limitent les mouvements. Mais il y a aussi tout le reste, tout ce qui ne se voit pas. Le retour au travail, qui est un défi colossal. Et bien sûr, la santé mentale. L'anxiété est quasi systématiquement présente dans ce parcours. Et ce chiffre-là, il est brutal. Environ 28%. C'est le pourcentage de survivants d'une brûlure grave qui ne retourneront jamais travailler. Ça montre à quel point l'impact de la blessure va bien au-delà de l'hôpital. C'est un impact sur toute une vie au niveau social et économique. Ce qui nous amène à la question de fond, pour l'avenir. La survie, c'est devenu la norme. Et c'est déjà un exploit médical absolument prodigieux. Mais maintenant, la nouvelle frontière, le prochain grand défi, c'est quoi ? C'est de s'assurer que les patients ne fassent pas que survivre. Comment les aider à vivre pleinement, à s'épanouir après un tel traumatisme ? Voilà la grande question sur laquelle les équipes travaillent.